Patrick Mouyaya, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre de la RDC en charge de la communication et porte-parole du gouvernement. Merci d'accepter notre interview. Quand on parle de la RDC ces derniers temps, l'actualité est focalisée sur la situation dans l'est du pays, notamment avec la résurgence du M23. Quelle est la situation concrètement sur le terrain? La situation concrètement sur le terrain, c'est que le M23 n'a pas respecté les cessez-les-feux. Le tout dernier qui était prévu mardi le 7 mars, et le président angolais qui était chargé par les chefs d'État de faire la médiation, mais aussi de notifier la décision du cessez-le-feu des chefs d'État au M23, a décidé du déploiement d'un contingent qui va appuyer la mission d'observation qui est sur place. Vous voulez dire un contingent angolais ou... Un contingent angolais, oui, pour appuyer notamment, assurer la sécurité de la mission qui fait l'observation, parce qu'il y a un mécanisme conjoint qui a été mis en place depuis le sommet de Luanda en juillet, qui permet à l'Angola, qui joue la médiation, de regarder qui viole les cessez-les-feux. Et je pense que ces mécanismes-là, qui a été renforcé, a fait des rapports aux différents chefs d'État et qui a établi clairement que la M23 n'a pas respecté sa part dans le contrat, dans ce qui avait été convenu. Alors, le M23 vous accuse aussi de ne pas respecter le cessez-le-feu. Je me rappelle, le 7 mars dont vous parlez dans un communiqué qu'ils ont sorti, ils ont utilisé un thème comme d'habitude. Bon, écoutez, on ne va pas aller dans la bataille de la communication parce qu'il y a un mécanisme qui est prévu sur place justement pour attester qui tire le premier pourquoi. Vous savez que nous sommes gouvernement, on n'a pas d'intérêt à créer plus de drames dans une région qui est déjà décimée par des drames, parce que nous devons gérer la situation humanitaire qui est déjà très difficile. Et donc, le mécanisme de vérification angolais l'avait démontré à la réunion qu'on a eue avec le chef d'État à Addis Abeba. Cela a été clairement présenté. Et donc, aujourd'hui, nous savons que les M23 est coutumier de ces types de mensonges et de manipulations, mais il y a des mécanismes qui permettent de démontrer le contraire. La guerre ou la tension, le conflit dans cette région persiste avec des milliers ou des millions de morts. Ça dépend de sur quelle période on se situe. Il y a eu le déploiement des troupes de l'Afrique de l'Est, il y a plusieurs médiations, mais ça ne permet pas, toutes ces initiatives ne permettent pas de mettre fin à la crise. Parce que justement, le président Kagame, qui a des intérêts économiques à l'est de la RDC, qu'il tire justement du fait de cette instabilité, ne veut pas faire avancer les processus. C'est pour ça que durant ces séjours en Grande-Bretagne, et comme j'ai l'occasion d'être sur votre plateau, de demander au gouvernement britannique qui a des relations privilégiées avec le Rwanda, de ne pas rester à côté de l'histoire. À côté de l'histoire, c'est dire que tous les pays aujourd'hui, les États-Unis, la France, la Belgique, ont demandé au Rwanda de cesser de soutenir le M23 et de cesser d'envoyer ses troupes en RDC. Nous espérons aussi que le gouvernement britannique, comme il soutient les populations ukrainiennes, va soutenir aussi les populations congolaises qui connaissent cette crise humanitaire en faisant suffisamment de pression au Rwanda pour qu'il cesse cette aventure militaire inutile à l'est de la RDC, et c'est ça qui va permettre de débloquer la suite du processus. Les deux pays se renvoient la balle. Le Rwanda qui dit « je n'ai rien à voir avec ce qui se passe en RDC, que c'est une crise interne ». La RDC aussi qui dit « c'est le Rwanda ». Les images existent. Les matériels utilisés par les M23, c'est des matériels rwandais. Les casquettes en Kevlar, les godillots des militaires. On a des preuves le plus éloquentes. Et aujourd'hui, il y a des rapports qui l'ont attesté, notamment les rapports des experts des Nations Unies, les rapports des services d'intelligence et notre propre rapport que nous avons documenté dans un livre blanc qui démontre clairement le crime qui sont commis par le Rwanda Defense Forces. Alors, quel intérêt à le Rwanda de déstabiliser votre pays? Parce que ça fait 25 ans que le Rwanda construit économiquement son pays en maintenant l'est de la RDC dans l'instabilité. Le Rwanda se présente comme un pays producteur de coltan alors qu'il n'a pas de coltan dans son sous-sol. Vous pouvez voir d'où ça vient. On veut construire de raffineries alors qu'on n'a pas d'or sur son sol. Ça veut dire qu'il y a un réseau de trafic qui est mis en place depuis des années, un réseau qui ne peut prospérer que dans une partie du pays où l'insécurité règne en maître, parce que c'est dans l'insécurité qu'ils peuvent prospérer. Les projets du président Tshisekedi d'avoir des relations pacifiées avec tous les voisins et qu'on fasse
des économies ou des affaires de manière transparente. J'étais là en juin quand le président Tshisekedi a reçu le président Kagame à Goma. Il avait proposé, il y avait d'ailleurs eu signature d'un protocole d'accord entre une compagnie nationale congolaise et une compagnie rwandaise pour montrer qu'il y a un besoin de faire des affaires, mais dans la transparence et de permettre l'éclosion de cette partie de l'Afrique. Mais malheureusement, ce n'est pas l'entendement du président rwandais. Alors, le M23 aussi accuse le gouvernement congolais d'armer des milices pour créer l'instabilité et pour les affronter. Bon, écoutez, et ça c'est une rhétorique mensongère habituelle. Je dois vous rappeler qu'en avril de l'année dernière, il y a eu les processus de Nairobi qui a suivi l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Les chefs d'État avaient recommandé de faire un processus politique. Le processus politique qui supposait qu'on discute avec les groupes armés pour obtenir leur reddition. Et c'est ce qui a commencé. Le président Tshisekedi l'a commencé avec le président Kenyatta à l'époque qui était encore président en fonction. À ces jours, il y a eu 3 fois de réunions. Il y a des groupes armés qui ont décidé de quitter ces métiers des armes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut aussi relever, c'est que lorsque vous êtes agressé dans votre âme et que vous avez, par exemple, dans certaines parties du pays qui sont sous occupation du M23, pas la police, pas d'armée, et vous avez des gens qui tuent vos femmes, qui tuent vos enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous renoncez ou vous vous défendez? Ici, il ne faut pas, exactement comme pour le peuple ukrainien, il faut reconnaître au peuple congolais le pouvoir de vouloir se défendre et qu'il ne faudrait pas aller dans l'amalgame et de considérer que c'est une stratégie pour nous d'aller coopérer pour aggraver un problème qui est déjà grave. Ici, ça doit être clair que le problème principal ici, c'est l'agression rwandaise et c'est les problèmes qui doivent être réglés. Alors, comme parfois certains de vos compatriotes, même congolais ou des Rwandais, ironisent parfois, comment est-ce que le petit Rwanda pose autant de problèmes au Grand Congo, que ce soit en termes de géographie, mais en termes d'importance dans la région historiquement? Écoutez, il y a des raisons historiques qui font que depuis les génocides rwandais, c'est la République démocratique du Congo qui paye les prix. Aujourd'hui, c'est macabre, peut-être comme comptabilité, mais aujourd'hui, il y a presque 10 fois plus de morts au Congo qu'il n'y en a eu au Rwanda dans un génocide rwandais. Parce que l'Est de la RDC est devenu depuis le moment l'îlot de l'instabilité, et le président Kagame y a découvert de mines d'or et des minerais qui font qu'aujourd'hui il s'est construit économiquement pour ça. Il faut regarder le pays comme un corps humain. Nous les Congolais, nous tenons à chaque centimètre carré de notre territoire. Ce n'est pas parce que vous êtes grand que si votre oreille est dérangée, que vous n'allez pas vous préoccuper de l'état de santé de votre oreille. Ou que si votre petit doigt vous fait mal, que le corps humain n'est pas affecté. Les Congolais, nous avons toujours vécu de cette manière, nous tenons à notre pays, nous nous sentons unis dans la défense de notre territoire et que chaque pan de notre territoire doit être défendu. Bon, maintenant, il y a des raisons pour lesquelles le président Kagame... si c'est efficacement défendu, pourquoi le M23, le petit Rwanda en griffe, écoutez, pose toujours problème? La question, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons que nous connaissons le passif. Le passif dont le président Tshisekedi a hérité en arrivant au pouvoir. Nous avons des réformes à finaliser au niveau de l'armée, nous avons des réformes à faire à tous les niveaux. C'est pendant que nous sommes en train de faire ces réformes que le Rwanda, à travers cette guerre, veut en réalité freiner l'élan de la reconstruction de la RDC. Parce que nous avons évidemment des problèmes de sécurité dans cette partie du pays qui sont causés par des Congolais, évidemment, mais aussi par des étrangers. Lorsque je vous parle des terroristes et des ADF, ils viennent de l'Ouganda. Lorsque nous parlons des FDLR, ils viennent du Rwanda. Lorsqu'on parle des Red Tabara, ils viennent du Burundi. Et donc, tous ces sujets-là doivent être gérés. Et on peut les gérer nous-mêmes ou on peut les gérer avec les autres. Mais en tous les cas, comme c'est des sujets qui viennent d'autres pays, il faut qu'on les fasse de concert avec leur gouvernement, comme nous faisons pour les ADF avec l'Ouganda. Mais les Rwandais savent, et le président Kagame sait, que le président Tshisekedi
notre forces armées ont combattu les FDLR jusqu'à arriver à décapiter leur mouvement, et que pour nous, les FDLR posent d'abord un problème de sécurité pour nous, les Congolais, avant d'être un problème de sécurité pour le Rwandais. Et donc, vous voyez que c'est des problèmes qui sont complexes, dont on a hérité et qui requièrent des solutions dans le temps. Et les solutions, on a commencé à les amener, mais malheureusement, il y a cette aventure rwandaise à travers les M23 et la barbarie qui développe, qui vient freiner l'élan de tout ce qu'on a commencé à faire dans cette partie du pays pour restaurer la paix. Alors, on a parlé de plusieurs initiatives sous-régionales et internationales. Et quelle est, selon vous, l'efficacité de ces différentes initiatives quand on sait que tout est fait, ou presque, mais dans la réalité, la situation est instable. Il y a toujours des moyens, il y a toujours la violence dans cette région. Vous voyez, c'est ça la grosse difficulté. Parce que lorsque vous n'avez pas des acteurs de bonne foi à table, vous n'arrivez pas à trouver toutes les solutions. Vous faites allusion à quelle force, par exemple? Mais principalement le président Kagame, parce que c'est lui qui arme les M23 et qui envoie ses troupes combattre. Mais il y a d'autres forces aussi, quand on parle de l'Est de la RDC, de façon générale. Écoutez, les autres forces, je vous donne un exemple. Pour les autres groupes armés, ils sont tous convenus autour du président Nairobi qui déposerait les armes. Il y a un programme de démobilisation que nous avons mis en place pour prendre en charge tous ces groupes armés. Aujourd'hui, la question principale de la sécurité s'appelle le Rwanda à travers la M23 et pour lequel il faut trouver des solutions. Nous croyons à la paix, justement. La paix, elle est difficile à construire, sans doute, mais la paix est toujours mieux que la guerre. Parce que si nous ne croyons plus à ces processus qui sont mis en place, en quel processus croirons-nous? Ce serait la guerre, avec son corollaire. Et donc, vous voyez que nous restons engagés et nous apprécions l'engagement des autres pays partenaires, parce que la crise à l'est de la RDC, c'est une crise pour laquelle la communauté internationale a sa responsabilité. Nous avons notre part, nous le faisons, mais la communauté internationale aussi, parce que c'est elle qui nous avait demandé, à l'époque de Boutros Ghali, d'ouvrir les frontières et d'accueillir des réfugiés rwandais. Patrick, vous êtes donc porte-parole du gouvernement, je rappelle à nos téléspectateurs et nos auditeurs sur la BBC. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait confiance dans un premier temps à la communauté internationale et qu'aujourd'hui, cette même communauté vous a abandonné? Non, je ne pense pas qu'on peut parler d'abandon, parce que la vérité, c'est que nous-mêmes, comme République démocratique du Congo, nous prenons en charge. Je vous ai dit tout à l'heure que nous faisions des réformes dans les secteurs de sécurité et tout le reste, mais nous estimons simplement que la communauté internationale n'agit pas davantage, parce que malheureusement, on a l'exemple de l'Ukraine, où aujourd'hui on sent toute la mobilisation en faveur des populations ukrainiennes, qui est telle que c'est impressionnant, un tel élan de solidarité. Et aujourd'hui, ce n'est pas trop demandé que de penser que les Congolais qui souffrent pendant un tas d'années pour des situations presque similaires, méritent aussi le soutien ou l'implication de la communauté internationale. Il ne faut pas oublier que dans l'Est de la RDC, vous avez une mission onusienne qui a fait 20 ans. Justement. Qui a fait 20 ans et qui a montré, en tout cas, ses limites par rapport au règlement de la situation de sécurité. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une bonne foi, je reviens à la question, une bonne foi de cette communauté internationale, ou c'est de la figuration? Parce que les forces de la MONUSCO... Je ne voudrais pas aller dans des supputations, dire que c'est de la figuration ou pas, mais il y a une situation humanitaire qui est catastrophique, que tout le monde voit. Il est important que la communauté internationale quitte les terrains de l'ambiguïté. Aujourd'hui, pourquoi parlons-nous de sanctions contre le Rwanda? Parce que depuis le mois de juillet... Vous demandez des sanctions contre le Rwanda? Bien sûr, depuis le mois de juillet qu'on a commencé les processus de paix, il n'y a pas eu de progrès. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, en insinuant même que, bon, si ça ne donne pas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il est clair que la guerre n'est pas l'alternative à la paix. Et donc aujourd'hui, nous pensons que la communauté internationale, y compris la Grande-Bretagne, dispose des ressources et des moyens qui permettent de faire plus de pression au président Kagame pour qu'il arrête son aventure à l'est de la RDC et qu'il donne la chance au processus de paix auquel tout le monde croit. C'est à ces prix-là que nous ferons des pas. De toute évidence, nous l'avons déjà dit, nous, les Congolais, pour notre territoire, nous la défendrons chaque centimètre. Et donc, il est important aujourd'hui
que la communauté internationale... Regardez un peu, monsieur le journaliste, le Congo, c'est un pays solution. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du climat, c'est les Congos d'abord, parce qu'il y a nos forêts que nous préservons. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de transition énergétique, c'est les lithium et les cobaltes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'électrification de l'Afrique, on a les barrages d'Inga. Nous avons, nous, beaucoup des choses prioritaires sur lesquelles nous devons nous concentrer, travailler pour régler les problèmes du monde. Et que cette situation à l'Est, comme c'est une situation de sécurité, nous handicape et nous empêche de poursuivre les efforts que nous pouvons déployer pour le bien de l'humanité. Et donc aujourd'hui, il est important que la communauté internationale regarde cela dans une perspective d'ensemble pour une action plus énergique qui permette un retour rapide de la paix dans cette partie du pays. Parlons justement de paix et parlons toujours de politique. Votre pays, la République démocratique du Congo, organise des élections cette année. Est-ce que ces élections vont se tenir? Mais bien sûr que les élections auront lieu. Parce que pour nous, il y a une volonté claire. Et notre démocratie, nous voulons la consolider. C'est pour ça que les élections de cette année, les Congolais de l'extérieur du pays pourront voter. Pour la première fois, en tout cas, il y a des pays qui ont été désignés par la CENI où les Congolais de l'étranger s'enrôlent. Sur la question du processus électoral, il y a une préoccupation majeure pour la CENI, la sécurité. Parce que les matériels électoraux ont été pillés dans les zones sous occupation du M23. Parce qu'il y a un besoin d'assurer la sécurité des populations qui doivent aller voter ou qui doivent se faire enrôler. Aujourd'hui, la CENI envisage de faire l'enrôlement dans les camps des déplacés. Et le président de la République a dit, lorsqu'il était en conférence de presse avec le président Macron à Kinshasa, qu'il souhaiterait que l'appui qui vient de la communauté internationale soit un appui qui s'oriente vers les retours de ses compatriotes dans leurs milieux respectifs. Vous voyez que pour nous, nous avons la volonté politique d'y aller, mais pour la sécurité, c'est un vrai sujet parce que s'il n'y a pas de sécurité, les matériels électoraux seront déployés dans quelles conditions, comment les choses se feront. Nous espérons que dans les jours à venir, les choses seront un peu plus claires et nous avancerons pour parachever le processus. Alors vous l'avez dit, s'il n'y a pas la sécurité ou la situation reste la même ou devient pire que ce qu'on connaît, est-ce que vous allez pouvoir, en tant que pays, la RDC, organiser des élections, sachant que certains Congolais sont dans des situations où, probablement, ils n'ont pas la tête aux élections, voter pour qui que ce soit. Mais c'est pourquoi nous alertons nos partenaires qui nous jugent en fonction de ces sujets aussi. Je ne voudrais pas parler d'autres pays, je parle de nous. Et c'est aussi pour ça que le moment venu, la CENI se prononcera, parce qu'au bout du compte, nous sommes les gouvernements, c'est la CENI qui est l'organe technique en termes d'organisation qui se prononcera les moments venus. Mais nous espérons, nous comptons sur les processus qui est mis en place pour que très rapidement, les choses puissent revenir plus ou moins à la normale, pour que les matériels électoraux puissent se déployer dans ces zones en toute sécurité pour que les populations puissent rentrer chez elles et puissent être en mesure de s'enrôler pour voter les moments venus dans des conditions de paix et de sécurité. Alors, ce qui choque aussi, et je pense que vous l'avez souligné un petit peu, c'est l'immense richesse de la RDC sur tous les plans, le sous-sol, que ce soit sur le plan de l'agriculture, mais des êtres humains aussi, de l'art. La RDC qui apporte beaucoup en termes de créativité, que ce soit en Afrique et dans le monde. Mais on voit que la pauvreté reste toujours ambiante dans plusieurs zones, plusieurs régions de votre pays. Mais vous savez que d'abord, la richesse ne se construit pas comme une génération spontanée. Parce que pendant longtemps, il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a déjà commencé sa marche vers la résolution de tous ces problèmes. Je vais vous donner quelques exemples. Le président Tshisekedi a formalisé une recommandation constitutionnelle qui veut que l'enseignement primaire soit gratuit. Depuis 2019, on a commencé, il y a eu des difficultés, mais aujourd'hui, il y a plus de 4 millions d'enfants qui ont repris le banc de l'école. Aujourd'hui, en 2021, nous avons un budget maigre de 5 milliards. Aujourd'hui, nous avons encore un budget maigre et des 16 milliards qui a triplé. Aujourd'hui, lorsque vous regardez tous les signaux économiques en termes de statistiques de progression, on a les statistiques de progression les plus élevées en Afrique. Mais cela ne vaut rien
par rapport à un potentiel énorme qui est le nôtre, par rapport à un potentiel de 100 millions d'habitants. Nous ne nous satisfaisons pas des progrès que nous faisons, nous continuons au contraire à déployer notre stratégie pour nous permettre d'avoir plus de contrôle sur nos minerais, parce que la plupart de gros contrats avaient déjà été conclus précédemment, pour voir comment ces minerais rapportent des dividendes au pays, mais nous nous regardons aussi du côté de l'environnement. Ce n'est pas pour rien que nous disons que les pollueurs doivent payer pour le travail de protection de la forêt que nous faisons. Aujourd'hui, il y a des débats au sein du gouvernement qui disent, bon écoutez, au lieu d'autoriser des concessions forestières qui opéraient de coupe de bois, on peut faire des concessions de conservation parce qu'il y a des pollueurs qui veulent commencer à payer, que ce soit pour Inga, que ce soit pour les potentiels miniers que nous avons. Il y a une véritable stratégie qui est mise en place pour la mise en valeur de ces ressources, pour que ces ressources puissent profiter aux populations congolaises. Et il y a évidemment une grosse lutte contre la corruption et les antivaleurs qui permettra à ce que nous puissions maximiser davantage de ressources à reverser au bénéfice de nos populations. Et que diriez-vous aujourd'hui, pour finir cette interview, du bilan du président Tshisekedi? Il a promis beaucoup de choses à la population congolaise. On voit aussi, et notamment sur les réseaux sociaux, il y a une partie de votre population qui est déçue. Que direz-vous personnellement de son bilan? Écoutez, je suis sûrement mal placé pour parler du bilan qui est le nôtre, mais je crois qu'il n'y a pas du travail qui a été autant fait par un président de la République ces 10 dernières années. Je vous donne des indications. Je vous ai parlé de la gratuité. Aujourd'hui, nous avons terminé le programme qui va permettre la mise en place de la couverture santé universelle. Loin de là, il y a aujourd'hui un programme de 145 territoires, parce que le Congo, il est grand, il a 145 territoires. Depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu un programme qui va toucher tous les territoires en même temps, qui coûte 1,6 milliard, et nous avons déjà mis 700 milliards. Il y a le programme 700 millions de dollars. Aujourd'hui, il y a le programme de refonte de l'armée. Nous avons une loi de programmation militaire qui permet aujourd'hui d'avoir des gros financements pour l'armée. C'est inédit, c'est des choses qui n'ont pas été faites. Mais nous sommes dans un contexte où la population, pendant longtemps, n'a pas eu des solutions. Et donc, il y a cette frustration accumulée sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, que nous devons gérer en 5 ans. Je ne dirais pas en 3 ans, si je ne dois pas compter les 2 années de confrontation qu'il y avait dans la coalition qui était au pouvoir. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la volonté politique du président Tshisekedi fait que nous avons construit la fondation. Nous avons construit la fondation et je n'anticipe pas sur l'issue des prochaines élections, mais la réélection du président Tshisekedi nous permettra de bâtir les murs parce que nous sommes engagés sur un cercle vertueux qui nous permettra de faire de ces pays un pays plus beau qu'avant. Patrick Muyaya, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi à la BBC à Londres. C'est moi. Merci beaucoup.